Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On continue nos travaux pour devenir des orateurs plus compétents et des meilleurs créateurs de contenu. Et vous savez que la méthode qu'on utilise sur cette chaîne, c'est de consommer, c'est de lire, c'est d'analyser la littérature scientifique sur la persuasion. Donc on commence par regarder la persuasion, après je pense qu'on regardera des choses autour de l'argumentation. Enfin, il y a plein de choses qu'on peut faire pour s'approprier l'état de l'art en psychologie, pour comprendre comment le langage peut influencer l'esprit. Je vous ai trouvé un article qui est un classique cette fois. C'est un article qui est un petit peu vieux, je crois qu'il a une trentaine d'années, peut-être même un peu plus, regardez. Ouais, c'est ça, 75. Et c'est un article qui a été très cité, qui a été très utilisé. J'avais déjà vu des références à cet article dans d'autres ouvrages, donc c'est assez intéressant. On va se plonger là-dedans. En fait, ce qu'ils ont testé, si vous voulez, c'est le fait que dire aux gens ce qu'ils devraient faire, ça marche moins bien que d'attribuer des qualités aux gens. Donc vous allez voir ce que ça veut dire. Et ce qui est chouette, c'est qu'on peut aussi en tirer des compétences très pratiques, parce que sur la base de cette étude, j'ai créé un contenu, et donc je vous montrerai comment j'ai mis en pratique les enseignements de cet article dans la création de contenu, parce que c'est évidemment ça que je vous encourage à faire. L'objectif, c'est pas seulement d'ingurgiter de l'information, l'objectif, c'est qu'on soit capable effectivement de la mobiliser pour faire des discours plus efficaces. Avant d'aller plus loin, je vous rappelle que vous avez deux ressources pour passer un cap en rhétorique. La première, c'est mon canal Telegram. Mon canal Telegram, c'est devenu un forum, c'est devenu une foire aux questions. Ça veut dire que régulièrement, je vous sollicite pour que vous partagiez les questions que vous avez sur la rhétorique et sur la création de contenu. J'y réponds dans des messages audio, et comme ça, vous avez un bon complément qui vous accompagne dans votre travail. Et sinon, vous savez que j'envoie tous les mois une leçon de rhétorique. Dans la prochaine leçon de rhétorique qui va partir, je vais partager avec vous 5 outils rhétoriques qui sont validés par la science, qui vont vous permettre de faire des meilleurs discours, qui vont vous permettre de faire des meilleurs contenus. Et je partagerai non seulement la théorie de ces techniques, mais évidemment, je vous montrerai aussi comment je les applique, parce que je suis en train de faire des tests actuellement, et donc on verra tout ça dans le prochain article que je vous envoie. Vous avez le lien vers tout ça sous cette vidéo. On va attaquer cet article que je vous recommande, parce que c'est donc, si vous lisez l'anglais, c'est très lisible, et je trouve que la technique qu'ils ont utilisée est ingénieuse. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils nous expliquent que il y a beaucoup de recherches sur la persuasion, mais en fait il y a assez peu de preuves selon lesquelles la persuasion serait efficace. Toujours, il y a toujours une difficulté en fait quand on parle de persuasion, c'est que eux, la manière dont ils définissent la persuasion, c'est moi ce que j'appellerais la conviction, à savoir on persuade selon eux en donnant aux gens de bonnes raisons de le faire. Et il y a d'autres critères en fait pour que la persuasion fonctionne. Il faut que la personne qui demande aux gens de faire quelque chose en leur donnant des bonnes raisons, c'est une figure d'autorité, et c'est également important pour que la persuasion fonctionne que le message soit répété régulièrement. Et donc c'est comme ça qu'ils définissent la persuasion. Donc ce qu'ils nous disent, c'est que dans la recherche, il y a assez peu de preuves que faire un discours pour persuader les gens de faire quelque chose en leur donnant de bonnes raisons de le faire, ça fonctionne. Il y a peu de preuves de ça, et surtout il y a assez peu de preuves qu'un discours qui donne des bonnes raisons de faire quelque chose permette un changement de comportement sur le long terme. Et donc ils ont voulu faire ça, ils ont voulu voir si on pouvait créer un comportement durable, non pas avec la persuasion, mais avec l'attribution. Et donc l'attribution, c'est quoi? C'est, au lieu de dire aux gens, vous devriez ramasser les déchets avant de sortir de la classe, on leur dit, vous êtes des gens propres et soigneux. Ouais, je crois que c'est ça. C'est you are tidy people, you are neat and tidy people. Et voilà, donc ils ont fait ce test, et je vais vous montrer comment ils l'ont fait. C'est assez intéressant la manière dont ils ont mené leur expérience. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé avec des élèves qui ont 10-11 ans, parce que c'est des classes de 5th grade, donc ça correspond à peu près à ça. C'est des gens qui sont juste avant d'entrer au collège, quoi. Ce serait des CM1, CM2 en France. Je sais même plus si ça s'appelle CM1, CM2 en France, ces trucs-là, ça change tout le temps. En tout cas, la manière dont ils ont fait, c'est qu'ils ont fait d'abord un pré-test pour voir à quel point les élèves rangeaient leurs déchets. Comment est-ce qu'ils ont fait ça? Donc ils ont pris 2 classes. Les classes, ils leur ont fait faire un test de lecture, donc ça veut dire qu'ils leur ont tous distribué un texte. Ils devaient le lire, j'imagine qu'ils devaient répondre à des questions, ils le rendent aux professeurs, les professeurs leur rendent, et ensuite l'instruction c'est vous rangez ça dans la poubelle, enfin vous jetez ça à la poubelle, et ils ont calculé le nombre de gens qui n'avaient pas jeté à la poubelle et qui avaient laissé le truc par terre, soit ils l'avaient laissé sous la table, enfin voilà. Et ils
se sont rendus compte, et c'est quand même assez faiblard le nombre de chiffres, ils se sont rendus compte qu'il y avait seulement 20%, à peu près 20% des élèves qui avaient effectivement jeté leur papier à la poubelle. Et ensuite, ils ont fait un post-test juste après l'expérience. Ils en ont fait un second 2 semaines après l'expérience pour avoir un petit peu une idée d'à quel point le changement de comportement qu'ils avaient pu insuffler durait dans le temps. Et c'était quoi leur post-test? C'est qu'il y avait une personne qui arrivait dans la classe qui se présentait comme une représentante d'une fabrique de bonbons de la région, et on leur donnait à chacun un bonbon avec un petit emballage, et la question c'était quel pourcentage d'élèves jetaient le bonbon à la poubelle. Et donc ça permettait de voir est-ce qu'il y a eu un changement de comportement, est-ce que le pourcentage de gens qui jettent effectivement à la poubelle a augmenté suite à la manipulation. Vous aviez donc 2 conditions. La première condition, c'est donc qu'on leur a répété régulièrement que c'était des élèves qui étaient propres et soigneux, et donc il y avait pas mal de manières dont ils le faisaient. Par exemple, ça pouvait être le principal qui arrivait dans la salle et qui disait tiens dis donc c'est propre, bravo, vous êtes des élèves qui sont très propres. Ou alors il y avait le personnel de nettoyage qui laissait un mot dans la salle en disant merci à vous, j'ai presque pas eu de travail aujourd'hui parce que vous êtes des gens qui sont très consciencieux, merci à vous. Sinon, vous aviez le professeur qui allait lire une lettre qui avait été envoyée par le principal disant le principal me dit de vous féliciter parce que votre classe est très propre, vous êtes vraiment des enfants propres et soigneux. Et donc c'était des choses comme ça. On leur a pas dit il faut ranger et ramasser les trucs, on leur a dit voilà, vous êtes des élèves propres. Et ils ont fait également une autre chose, c'est qu'au bout d'un moment ils ont affiché un poster dans la classe, et sur ce poster il y avait un petit personnage de dessin animé qui disait nous sommes une classe de gens qui faisons attention aux déchets. Donc ça c'est pour la méthode de l'attribution, et à contraster avec la méthode de la persuasion. Et donc la méthode de la persuasion, c'était régulièrement on leur disait vous devez ranger vos déchets parce que le personnel de nettoyage me fait passer le message que c'est important que vous soyez soigneux, etc. Quand ils ont affiché un poster dans la classe, c'était des choses du type ne jetez pas vos déchets par terre, donc c'était pas nous sommes des gens propres, mais c'était ne jetez pas vos déchets par terre, etc. Donc ils ont fait un petit peu de propagande pour dire aux gens vous devez ramasser vos déchets, vous devez laisser la classe propre, etc. Donc ça c'est persuasion versus attribution, et en fait les résultats sont assez importants. Donc là vous avez le pré-test, donc le pourcentage d'élèves qui jetaient leurs déchets à la poubelle avant le test. Là c'est une fois qu'on leur a fait de la propagande pendant 8 jours en leur disant vous devez jeter vos déchets, donc ça a augmenté, mais ça a beaucoup moins augmenté que la méthode de l'attribution où on essaie pas où on les sermonne pas en fait, et où on leur dit vous êtes des gens qui sont soigneux, vous êtes consciencieux, etc. C'est très bien. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand ils ont fait l'autre post-test, le comportement a tendance à plus perdurer quand on a fait une attribution que quand on a essayé de persuader. Et donc ils ont comparé évidemment tout ça avec un groupe contrôle. Donc pourquoi est-ce qu'on met un groupe contrôle? C'est parce que voilà, il y a des effets qui pourraient ne pas être expliqués seulement par la manipulation, mais qui pourraient être expliqués seulement, je sais pas moi, parce que les élèves grandissent, ils deviennent plus matures, etc. Enfin, je donne un exemple bidon, mais c'est que vous compreniez qu'il y a certaines transformations qui ne sont pas forcément liées à la manipulation, et donc on regarde si on n'avait rien fait, est-ce que le comportement aurait aussi changé? Et effectivement, le comportement change un petit peu, même si on ne fait pas de manipulation. En tout cas, ce qui est fou, c'est que la persuasion, à la fin, arrive en dessous du niveau du groupe contrôle. Donc évidemment, hein, ce sont des petits groupes. On parle de classes de 25-30 élèves, donc on ne peut pas en tirer des grosses conclusions, mais c'est quand même intéressant de voir ça. Il y a un effet qui est assez spectaculaire. Et donc, si on réfléchit un petit peu aux raisons dont ça pourrait venir, c'est que si vous voulez, la persuasion, c'est dire aux gens vous n'êtes pas encore bien, voilà ce que vous devriez être. Et il peut y avoir une espèce de résistance parce que s'il y a un fort coût cognitif à essayer d'intégrer une nouvelle identité et puis de se dire je suis pas bon, est-ce que je peux devenir meilleur, etc. On peut avoir une résistance et c'est difficile d'intégrer comme ça de nouvelles choses dans notre système de croyance. Alors que quand on dit aux gens en fait vous êtes très bons, vous êtes des gens comme ça, vous êtes des gens comme ça, etc. Le travail cognitif est assez facile et ensuite on va avoir tendance à adapter notre comportement en fonction de l'image qu'on a de nous-mêmes. Donc c'est pour ça que l'attribution serait plus efficace, mais on creusera ça évidemment, hein, parce que c'est un sujet que je trouve très intéressant, surtout si on a un bel effet comme ça, ça peut être assez chouette. Ils ont fait une autre expérience, mais cette fois avec les mathématiques, donc c'est assez intéressant. Ils ont testé donc disons des hard skills
pour voir si la persuasion versus l'attribution, quels étaient les effets pour permettre aux élèves de devenir meilleurs en mathématiques. Donc c'est pareil, hein, ils ont fait un test de mathématiques avant, un test de mathématiques après, et ensuite ils ont comparé différentes méthodes pour essayer de motiver les élèves à devenir meilleurs. La persuasion, c'était donc les mathématiques, c'est très important, vous devez devenir meilleur en mathématiques parce que c'est important pour votre avenir, etc. Il y avait une méthode qui était donc l'attribution, donc à savoir, c'est fou, vous êtes des élèves, on sent que vous êtes des élèves qui êtes bons en mathématiques, vous êtes forts en mathématiques, on est une classe où on aime vraiment les mathématiques, ça se sent. Donc ça, c'était l'attribution, et ils ont contrasté ça également avec de la motivation, des choses du type bravo, je sens que vous travaillez dur, vous êtes en train de travailler dur, je vois tous vos efforts, etc. Donc ça, c'est on travaille sur la motivation, et ils ont fait également quelque chose qu'ils appellent le renforcement. Et le renforcement, c'est quoi? C'est bravo, je suis fier de vous, dire aux gens qu'on est fier d'eux régulièrement. Vous avez toujours le pré-test, post-test. Vous avez les notes, hein, les notes de départ, les notes d'arrivée au test. Et donc, quand on les persuade, qu'on leur dit, voilà, les mathématiques, c'est important, etc., vous avez un petit effet, mais un effet qui n'est pas significatif. Ça, c'est l'attribution. Donc, vous êtes des élèves qui êtes très forts en mathématiques. Donc ça marche bien. La persuasion fonctionne également pas mal, mais le bon est quand même moins significatif que sur l'attribution. Et vous avez également la motivation et le renforcement qui marchent bien. Et ce qui est fou, c'est de voir à quel point le groupe contrôle s'est cassé la figure dans cette expérience. Et là, pour moi, ça pose un problème éthique. Je me demande comment... Enfin, aujourd'hui, je sais pas si on pourrait faire ça. Parce que là, vous avez clairement une des classes, donc un des groupes d'élèves, qui a perdu des points entre le pré-test et le post-test. Et ça montre en tout cas à quel point c'est important de travailler sur la motivation des gens, de travailler sur l'estime des gens. Pour qu'un enseignement fonctionne, il ne faut pas seulement transmettre une matière, il faut également transmettre de l'émotion, transmettre de la motivation, transmettre un sentiment de fierté, transmettre une identité. Pour moi, ça signale à quel point la dimension rhétorique est importante dans l'enseignement. Voilà, si vous êtes un expert super bon dans un domaine, mais que vous êtes complètement chiant, que vous êtes nul en prise de parole et qu'on sent que vous n'êtes pas quelqu'un de sympathique, pas quelqu'un qui est soucieux des progrès des gens qui vous écoutent, bah, vous faites un moins bon travail qu'une personne qui est capable de partager ses connaissances avec enthousiasme et qui met vraiment son public au cœur de son enseignement. Et donc ils ont fait un post-test un peu plus tard, et donc ce qui est intéressant, c'est qu'on voit le même effet que dans la première expérience, à savoir que l'attribution, la motivation, le renforcement, à savoir donc je suis fier de vous, c'est bien ce que vous avez fait, etc. Vous avez les effets qui perdurent plus dans le temps, alors que la persuasion, c'est quelque chose qui s'effondre. Donc le fait de donner des bonnes raisons aux gens de faire quelque chose, de faire de la propagande là-dessus, ça a l'air d'être quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est un article qui est très clair et qui est éclairant. Donc évidemment, à la limite, c'est que c'est fait sur des petits groupes. Je vais voir s'il y a des méta-études là-dessus. Mais ce que je voudrais vous montrer pour terminer cette vidéo, c'est comment est-ce que j'ai utilisé les choses que j'ai intégrées dans cet article pour créer du contenu. Donc vous le savez, hein, moi je ne suis pas seulement un théoricien de la rhétorique, je suis quelqu'un qui passe à la pratique, je ne suis pas un décrypteur, je suis un producteur de discours, et très régulièrement en fait je dois persuader mon public de faire certaines choses, notamment je dois les persuader de rejoindre mon cercle des orateurs, de rejoindre ma liste email, parce que c'est là que j'envoie du contenu de formation, et c'est là également que je vends mes formations en ligne. Donc très régulièrement j'essaie de persuader les gens de s'inscrire à ma liste email, et donc sur la base de cet article, j'ai essayé de le faire en employant la méthode de l'attribution. Donc ça donne ça. Continuez comme ça. Cela fait un moment que je vous parle et ces derniers mois, quelque chose a changé. Je vois que vous ne faites pas que consommer mon contenu, vous l'appliquez. Cela passe par des petites choses. Vous avez commencé à noter vos pensées, vous avez publié vos premiers contenus, vous avez fait preuve de plus d'audace dans la formulation de vos idées, vous avez décidé d'instaurer de la tension au début de vos discours, vous avez ajouté une formule qui claque en conclusion de vos vidéos. C'est enthousiasmant car vous êtes sur le point d'enclencher un cercle vertueux. Vous faites plus attention à votre rhétorique et donc votre contenu marche mieux, donc vous êtes motivé à soigner toujours plus votre discours. Alors ce qui est chouette, c'est que tout ça c'est vrai. En fait, ça m'a beaucoup aidé d'ouvrir une conversation Telegram, parce que régulièrement sur ma conversation Telegram, je demande aux gens de partager le contenu dont ils ont été le plus fiers au cours de la semaine, et ça me permet effectivement de voir qu'il y a de plus en plus de gens qui mettent en pratique les choses que j'enseigne dans mes vidéos, et donc ça fait très plaisir. Et donc ce que je fais ici, c'est au lieu de dire comme d'habitude, mais passez à la pratique, appliquez les choses que je vous dis,
dis bon sang de bonsoir, je fais un renforcement positif en disant c'est chouette, vous faites ce que je vous dis, vous êtes de plus en plus nombreux à le faire, et c'est donc une traduction des découvertes qu'on a eues dans cet article. Alors, dernière chose, je voulais vous féliciter parce que donc vous savez, là je suis en train de lancer ce nouveau contenu, donc ce contenu où on analyse ensemble des articles scientifiques, et c'est chouette parce que le dernier que j'ai lancé a bien fonctionné. Vous voyez, elle est en top des vidéos que j'ai publiées récemment, donc c'est très chouette. Donc continuez à porter ces vidéos, continuez à les liker, continuez à les commenter, parce qu'il y a plein d'autres trucs qu'on va pouvoir faire ensemble. Vous voyez, là ce que j'ai fait, c'est que j'ai publié un contenu sur la base de l'article que j'ai lu, mais on peut aller beaucoup plus loin. Parce qu'on pourrait imaginer de faire aussi des expériences, il y a plein d'outils qui nous permettent de faire de l'A/B testing, donc ça pourrait être chouette qu'on passe vraiment à la pratique, qu'on essaie de faire des tests, qu'on essaie de reproduire les résultats qu'on a vus dans les expériences. Pour faire ça, je pourrais suivre des cours en ligne avec vous, parce qu'avec des plateformes comme Coursera par exemple, c'est possible de trouver des cours de méthode expérimentale, donc ça pourrait vraiment être sympa qu'on se lance là-dedans, donc ça peut être vraiment un très beau projet. On pourrait même imaginer d'aller encore plus loin de ça, d'essayer de publier un article scientifique, même si je suis un petit peu rouillant en la matière, ça pourrait être une très bonne idée de repartir là-dessus. En tout cas, si ça vous intéresse cette quête pour devenir de meilleurs orateurs, de meilleurs créateurs de contenu basés sur la science, eh bien vous savez ce que vous avez à faire, vous aimez cette vidéo, vous la partagez, vous la commentez, vous vous abonnez si ce n'est pas déjà fait, et ça me motivera à poursuivre dans cette voie. Prenez bien soin de vous, et on se retrouve donc très vite pour de prochaines vidéos.